KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Ses pauvres yeux brûlés se fixaient sur la nuit. Un ciel nettoyé, glacé, sans lune, plein de dures étoiles, un ciel d'aigre avril, dominait des masses nocturnes incrustables et galopantes. Les espoirs métaphysiques de la survie qui s'échelonnaient depuis Phèdre et les lois jusqu'aux espérances bergsoniennes n'étaient-ils qu'une immense berceuse pour sanglots d'hommes? Juste de quoi émousser aux arêtes le granit des tombeaux? Pourquoi un vaste Dieu inconnu n'absorberait-il pas fraternellement, avec tous ceux qui ont cru le trouver, ceux qui l'ont cherché en vain, dans les larmes et les ténèbres de la terre? Le carreau où il appuyait son front lui transmettait tout le froid, paysage intérieur, comme il avait fait déjà, il y a 2 semaines, à la fin de la lugubre nuit. Chapitre 6. Canticum Canticorum. Le retour. Augustin Méridier, professeur à la Faculté des Lettres, Lyon. L'homme d'équipe lut ce nom et ce titre sur une valise qu'il venait de décharger des bagages et qu'il livrait. Le propriétaire était ce jeune homme de 30 à 35 ans, arrêté sous l'horloge extérieure, regardant le paysage. Un gros maçon niais et rose, en bras de chemise, chargeait des malles sur un omnibus d'hôtel. Augustin constata que ni sa mère ni sa sœur n'étaient venus l'attendre. C'était un torride début d'été. Il aimait cette température à cause des rhumes incessants. Mais il en craignait la fatigue pour sa mère et le bébé de Christine avait dû retenir sa sœur à la maison. Dans l'appartement frais et vide, l'appartement d'autrefois, les 2 femmes restaient seules, désormais, sa sœur dans un quasi-veuvage, pire qu'un veuvage, seule parmi les restes de tous les événements que plus de 10 ans de Dieu. Augustin demanda, hier, avait amoncelé sur toutes les vies et sur leur vie. Pourriez-vous prendre cette valise avec vous et la déposer en passant chez Madame Méridier, rue de l'Abbatiale? Un monsieur rasé, d'une gravité commerciale, vêtu d'un cache-poussière beige, s'introduisit dans la boîte roulante. Le garçon regarda la Légion d'honneur d'Augustin et sa jeunesse, puis resta indécis. Son esprit se composait d'un certain nombre d'impulsions et d'images que toute nouvelle venue désorganisait. Par exemple, on allait de la gare à l'hôtel ou réciproquement. À certaines heures, porteur de mal d'une variabilité quotidienne, mais attendue. On remontait la rue de l'Abbatiale sans s'y arrêter. La sonorité des roues changeait. L'air plus froid, tombé de la haute abbatiale, rafraîchissait les joues jusqu'à l'horloge quadrangulaire exactement. Après quoi, le soleil rebrûlait. Les roues retrouvaient le son mat primitif et 4 caisses d'oranger composaient sur un trottoir d'hôtel modeste, un bocteau qui était le signal visuel de l'arrêt. Des couleurs plus vives, écarlate ou jaune cru, pouvaient s'y joindre, rayonner du chapeau des dames qui attendaient sous cet ombrage. 40 sous passèrent de la main d'Augustin dans celle du cocher, geste créateur de pactes solennels à forme indécrite. Immédiatement, l'action de déposer une valise chez Madame Méridier devint sœur des actions quotidiennes, participa des travaux et des jours. Même dans la dimension variable des mâles, ou les taches d'écarlate et de jaune dans le carré des orangers, elle présenta ses qualités d'inattendues et toutefois de parfaitement ajustées aux circonstances, où les moralistes voient l'essence de l'esprit. « Je vas la déposer en passant, si monsieur veut, » dit le cocher. Ce « si monsieur veut » était prétention et non servilité. Il signifiait l'habitude que croyait avoir le cocher des formes employées dans de plus grands hôtels, où des compagnies de voyageurs riches s'abattent, le temps de faire constater leurs races différentes, pondre un pourboire dans des paumes et reprendre vol.
Le cocher refit les gestes du départ. Le monsieur beige se réjouit en sa boîte roulante et la petite place retomba dans la torpeur de l'été. Les bâtiments de la gare ne cherchaient point à paraître soignés, ni n'esquissaient d'architecture. Ils étaient plats et innocents. Ils tendaient la main aux premières maisons du quartier neuf que les chemins de fer font naître à la lisière de très petites préfectures. Aux hôtels de la gare, du roulage, des voyageurs, au charbon et transport, au ciment armé d'un garage et à quelque autre bâtisse plus petite, juste sortie de terre et pas encore adulte. Un boulevard de la gare, rigide et rectiligne, les portait tout à la fois, comme au bout d'un manche, et les soumettait à l'agrément du chemin de fer. Calée sur ses deux faces, entre ce boulevard et le bâtiment du PO, la cour de la gare s'ouvrait sur ses côtés aux routes qui arrivaient des étendues rurales et y retournaient après un stage dans l'agglomération des hommes. Elle venait de traverser un fourmillement de jardins, sentiers, fossés d'eau et clôtures, soigneusement semés de hangars et de petits ateliers, pour qu'on ne les confonde pas avec les véritables champs. Elle ne gardait aucun secret pour Augustin. Les lui ayant tous confiés un à un, au cours des promenades avec son père, ayant tout dit et tout montré. Il connaissait Calmure, fatigué de veiller autour de trop minuscules héritages, avait croulé de pur ennui, et rien n'existait plus des dispositions anciennes qu'un buissonnement de ciguës, de pariétaires, de ronces et de pierrailles. Mais il savait quel autre, érigeant des crépis tout blancs, renfrognés de culs de bouteilles coupants et incorruptibles, montait d'intègres gardes autour de tonnelles dont on ne voyait que le faîte, symbole de cœur très fermé. Le sac à main d'Augustin posé à terre, le long de son pied gauche, attendait que prît fin la rêverie de son maître. Mais elle partit sur d'autres routes, joua au hasard parmi les repères bousculés, embrouillant les transitions et les fils que le réel avait soigneusement disposés d'avance pour la commodité des recherches. Enfin le bras s'inclina sur le sac. Ils traversèrent, l'un portant l'autre, toute la longueur de la place, sous un ciel d'un blanc de fournaise, concentré, à 70 degrés de hauteur, en une région sans contour défini, incandescente et infixable. Autour de ses pieds, des ombres s'ouvraient et se fermaient comme des ciseaux noirs. Le long de l'immense abbatiale, la rue fuyait, fjord de fraîcheur entre deux à pic. La falaise de gauche était le granit roux des murs romans. Des croisillons découpés entre les contreforts éclairaient, près de terre, l'air noir des cryptes. En haut, les vieilles terres sacrées prenaient un rose sans âge. L'on aimait croire qu'elles n'avaient jamais été regrattées, restaurées, remplacées par d'autres plus neuves, ni même recellées. Le temps qui ne savait couler commodément qu'au ras du sol, par le canal des rues, là où il trouvait des maisons à mordre, s'était arrêté pour ces hautes pierres, les laissant intactes dans les amorphes azurs, depuis le jour, distantes de 8 siècles, où elles avaient quitté leur échafaudage médiévaux. La falaise de droite était le mur moderne qui bordait l'enclos du Sacré-Cœur. Offensé de chiens et des hommes, décrépit après 10 ans, pelé par place, fait de matériaux sans race, il opposait une absence de réponse humble et têtue à l'interrogatoire que le gros œuvre d'en face adressait à cette pouille. Mais par-dessus sa crête de jeunes murs séniles, le doux capitonnage des verdures, élastique continu, regonflait à chaque printemps. Des marronniers, des lilas, qui devaient, vus d'en bas, s'arrondir en berceaux concaves, présentaient par-dessus la muraille un moutonnement d'ouates vertes, pareil à l'envers des nuages du côté qui regarde le zénith, et que les peintres connaissent bien puisqu'ils lui superposent des déesses. Un paysage de grottes, de flocons, de volutes, de duvets, toutes sortes de choses molles et rondes, qui d'habitude ne se montraient qu'en gris trianon ou blanc doré, teintes de vert cette fois, cachées dans ces creux d'inaccessibles nids. À cette fête où les oiseaux s'égosillaient,
pour de profonds bonheurs de quelques semaines, la grande muraille d'en face assistait sans comprendre, froide comme pierre, perdue dans son passé. Telle se trouvait en général la fraîcheur de l'abbatiale au cœur de l'été. Mais à l'instant où Augustin y passait, à cette date précise de cet été particulier, des chants de vêpres se firent jour, comme ils purent, à travers les vitraux et les porches. Ils sortirent dans un plein air mal fait pour eux, perdant au cours de la traversée leur riche volume vibrant, la fermeté de leur corps et tous les caractères secondaires qui les faisaient exister comme sons. Seule restait, affaiblie et ténue, leur essence musicale mystérieuse. Augustin découvrit qu'il n'avait pas pensé à l'heure des vêpres et que sa mère devait sans doute s'y trouver. Il eut l'idée d'entrer pour attendre, préféra rester au plein jour, choisit d'entrer, entra. S'il y avait salut, ce serait long. Petite fille autrefois, avant que fût passé tout ce passé, des jeunes filles chantaient, au même harmonium, les mêmes chants. Les chanteuses d'alors étaient mères, étaient veuves. Agiles, les chants avaient sauté d'une paire à l'autre de ces belles lèvres interchangeables, au retour des mêmes encoches sur la circonférence du temps. Dans ces rares apparitions d'après-guerre, c'était la première fois qu'il tombait en plein dimanche, droit dans des vêpres molles qui se laissaient percer et traverser sans réagir que par des chants. Il déposa tout sur la même chaise, son sac, son chapeau, et les alluvions de tant de saisons, qu'il fallait réfléchir pour trouver leur nombre et planter sur elles le chiffre juste. Il revit la fondation Thiers, les premiers travaux de sa thèse, le séjour auprès d'un philosophe illustre et vieillissant, et de ses jardins en bois de Boulogne une correspondance par les oiseaux. Il revit l'année d'Allemagne, les temps d'Edelberg. Les sons coulaient sur son âme, juste à la surface de contact entre ce présent et ce passé, entre ce passé et d'autres, infiniment plus reculés et plus subtils. Solution qui s'évapore en déposant ses poutres, ces chants abandonnaient leur grand lyrisme sémitique, leur voisinage de cèdres et d'encens rituels, cette saveur de Palestine et les alentours des années où il l'avait pour la première fois essayé sur sa langue. Il ajoutait sa vieillesse personnelle à celle de ses chants, comme on jetterait un caillou sur les pyramides, pour les hausser. Puis c'était la guerre, si courte pour lui. Toute sa compagnie prise, d'un coup de filet, quelque part près de Charleroi, le départ pour l'Allemagne, blessé. Sa grande chance, le docteur scandinave, visiteur neutre de prisonniers, connu par lui à Paris, puis à Heidelberg. Bénéfice, 3 ans de Lausanne, les villas d'Ouchy, celles de Montrepos, cachées dans leur parc, plus vertes que leur verdure, l'université sur la haute colline, et il y professa, de vieilles rues protestantes, merveilleusement propres et les toits du XVIe siècle qu'enjambent les ponts contemporains. La cathédrale expurgée, raclée de catholicisme, l'outre-mer foncé du Léman sous tous les gris possibles aux brumes. Le bleu romantique des Alpes, les pics, aiguilles, Horner, Nadel, Pizzi et Gulli, Crété, malgré la différence des langues, du même blanc de neige. Violent tableau qu'aucun chant d'église n'entamait plus. Tout au sud, sur d'autres pentes, Évian, Thonon, Ivoire, la rive interdite de la patrie. 3 choses arrivaient de France. Des journaux censurés, des correspondances caviardées, et le vent d'ouest, libre, mais vide. Ces malheureuses lettres arrêtées aux frontières, rudoyées, avilies de toute manière, découpées au ciseau comme dentelles d'enfants par l'arbitraire des auxiliaires de 2e classe, dans la poussière des contrôles postaux, apportèrent la mort de la frêle Jacqueline, le départ aux armées du jeune Pierre, qui voulait vendre et n'aimait pas le latin, et puis sa mort, le dernier mois avant l'armistice. Christine, sévrienne, puis universitaire, mariée à un blessé de guerre mal remis qui paraissait charmant, un certain son de glas dans les lettres maternelles, dans celle de Christine, une pauvre tendresse sans emploi, depuis trop longtemps en attente. Oui, il y avait bien un salut. Il ne l'éviterait pas.
il n'apercevait pas sa mère. Ses regards, cependant, ne se trompaient point de chapelle, ni ne s'égaraient entre les piliers. Son retour en France, à l'armistice, ses belles thèses de doctorat passées, un autre livre prêt pour l'impression, ses fiches rassemblées pour un troisième, et pas mal de billets de banque suisses en train de hausser. Il versa 10 sous à une jeune quêteuse modeste et inconnue, et 2 seulement à la loueuse de chaises, qui ignorait la valeur des sous nouveaux. Une fois rentré en France, et sa chaire de faculté obtenue, c'était le départ pour Harvard, parmi les professeurs d'échange que la République envoyait outre-Atlantique en propagandiste. Et de nouveau l'élargissement des horizons au prix d'un continuel éloignement des siens. Le blessé de guerre de Christine, maintenant très guéri, très gai, très léger, toujours charmant, toujours sur la voie d'affaires splendides, sa fuite sur un pas de danse, avec une demoiselle aussi gaie, aussi légère, leur double départ vers d'autres bonheurs. Toute vie n'étant qu'un jeu, il lui laissait en gage, comme à pigeon-vol, un petit garçon de 3 semaines. Ces nouvelles tenaient dans une triste lettre de France, non contrôlée cette fois. Christine, rentrée dans la vieille maison, commençait, entre son enfant et ses occupations professionnelles au lycée de jeunes filles, une vie déveloutée de joie, mais non pas de sérénité, ni d'une sorte de monotone bonheur. Enfin, Suzanne, l'effacée, la secrète, les voyant tous trois rassemblés, sûre à peu près du lendemain, entrant dans l'ordre religieuse que toute son adolescence avait désiré, passant à sa jeunesse la consigne de désirer encore, immédiatement lancée dans les parties neuves de la terre, séparée du Cantal par des mois de voyage, un large écartement des méridiens, une ouverture plus large encore et vaguement sanglante, peut-être dans son propre cœur, sûrement dans un autre, qu'elle laissait pour ne plus revoir. Augustin vint au-devant de sa mère comme elle se hâtait vers le bénitier. Elle parla la première, après les baisers. Ces mots, d'un provincialisme naïf, son fils ne les entendait jamais que dans ce coin de France. Il pouvait croire qu'ils ne servaient qu'entre eux. Ils attendaient, imperceptiblement plus usés, à chacun de ses successifs retours. Ils étaient les seuls où elle fut à l'aise, les seuls à pouvoir habiller son âme de vêtements unis qu'elle aimait. Elle en revêtait tous ses sentiments, des plus simples aux plus profonds, rebelle aux paroles, comme un tissu de laine est selon les besoins ou les températures, fichu d'épaules ou coiffure, ou couverture de lit, mais jamais rien exactement. Elle parlait de la chambre qu'elle avait préparée, des côtelettes premières achetées pour le dîner qu'elle appelait souper, ainsi qu'au vieux temps, demandait de quelle manière il préférait ses œufs. Le sentiment qui unit les mères aux enfants, inchangé depuis les premières années, voulait qu'on fît semblant de croire que les conditions matérielles du bonheur n'avaient pas changé davantage, et qu'elle consistait encore, après une semaine entière de sagesse, à manger de la confiture de groseille au lieu de fromage, avec le pain de son goûter. Sa capote de tulle, qu'elle ne modifiait plus depuis longtemps, indiquait un deuil continu, fait tantôt de deuil véritable et tantôt de leur intervalle. À un certain âge, les couleurs n'ont plus grand-chose à vous faire croire. On n'est plus dupe de leur langage. On sait que tous les coloris de ce monde ne dispensent d'aucun des renoncements nécessaires à préparer l'autre. Travail austère. Le noir est la couleur de ce vêtement de travail. Sous cette capote, Augustin scrutait le vieux visage. Son cœur se serrait devant chacun de ces regards à la fois limpides et clignotants, tant ils disaient leur volonté de rester dans la joie, comme on rompt le jeûne un jour de fête. Et aussi le désir de ne rien voir des années écoulées entre le passé des tout-petits et la minute présente. Et même la prétention de s'assurer la complicité de l'avenir, le temps n'étant sans doute qu'un différent bain neutre qui ne peut changer les êtres chéris. Une pensée lui venait, qu'il repoussait avec violence. Il lui interdisait de se montrer, la condamnait à l'inexistence, la rejetait dans sa nuit. Docile, elle rentrait aux régions aveugles. Mais une vapeur noire montait de son invisibilité,
maculant toutes les autres, épanouie dans la lumière. C'était l'appréhension des changements qu'avaient commencé la souffrance et l'âge sur le vieux visage aimé. L'horrible idée lui montrait que les jours de sa mère diminuaient en nombre, approchaient de la fin, que les chers yeux voilés se fermeraient sous une fatigue suprême, et que l'impersonnalité des choses serait plus forte que son cœur. L'ombre des maisons formait sous leurs pas de longs rectangles réguliers, gris de sable, autant de tapis sans épaisseur étendus au pied des façades nord. Les maisons d'en face dormaient, assommées sous les coups de soleil, tous volets clos, tous stores descendus. Des triangles de cette même couleur sable pendaient sous les balcons ou les saillies, en tablier mal coupé. Ils marchaient tous deux, lentement, dans les plates-bandes d'ombre. Une pâtisserie en pitch peint, aux courbes modernes style, rajeunissait les pierres d'une vieille maison Renaissance. Augustin ne reconnut pas l'emplacement du Perrier. Le nouveau négociant, négligemment appuyé de l'épaule entre ses portes ouvertes, enroulait sur l'autre l'une de ses grosses jambes. Rasé de près, il s'honorait d'une chemise propre, phénomène hebdomadaire qui dépendait, sans qu'il s'en doutât, de la circonvection de la Lune autour de la Terre. Mais il n'avait ni faux col, ni veston. Pleinement conscient de ses lacunes, il les tolérait avec une démocratique aisance, témoignant par là que son esprit libéré n'acceptait des accessoires, dits dominicaux, que la chemise et le menton net, rejetant les autres. Hiérarchie de valeurs dont Augustin s'attarda à rechercher la plus vraisemblable origine dans la philosophie du XVIIIe siècle. Lorsque passa Madame Méridier, le pâtissier porta sa lourde main à la hauteur nécessaire pour déplacer sa casquette, s'il en avait eu une, tout le reste du corps restant immobile. Ce geste trahissait une certaine nuance, une certaine intention dans la politesse. Il exprimait le souvenir que gardait le pâtissier d'un achat de tartelettes ou d'éclairs au café encore tout proche. Il était une prestation que les usages faisaient due en outre de la fourniture. Mais on ne savait quoi de trop négligent dans le déplacement de ses avant-bras, et comme conséquence de trop léger dans le salut, témoignait d'un respect de volume moindre et de poids insuffisant. C'était le signe dont le pâtissier stigmatisait les achats uniques, qu'on ne renouvellerait pas avant de longs mois. Ils montèrent les 3 marches en pierre d'un perron arrondi. L'anneau de fer forgé, piqueté de rouille, représentait un serpent se mordant la queue. Les vieilles habitudes prirent la main d'Augustin et la placèrent au vieux endroit. Les forts tangentiels du poignet, le velouté rugueux de cette rouille, ressuscitèrent un grand morceau de passé, et il devina l'odeur qui allait suivre. Elle était là, tapie, derrière la grosse porte, jointe pour toujours au bruit de ses pas sur les dalles. Elle parut chargée de tant d'adolescence, de tant de souvenirs de son père, qu'il dut fermer les yeux pour empêcher le jour actuel de les traverser. Tout le vernis de sa vie présente, il le laissait sur le seuil, pour le reprendre à son départ. À chacun de ses rares et courts séjours, c'était ainsi. Jusqu'à 1 mètre du sol environ, un soubassement de peinture ocre régnait au mur du vestibule et tournait avec l'escalier. Sur le reste de la muraille, depuis la limite de l'ocre jusqu'aux marches supérieures dont on voyait monter l'envers, la peinture passait au jaune café au lait. Foncée ou claire, la même fumée familière l'embuait, aussi peu déplaçable qu'une concession à perpétuité. Au fond du vestibule, en face de la première marche, s'ouvrait la grande porte de cuisine des maisons bourgeoises d'autrefois. Les fumées dont l'escalier portait la marque venaient de là. Déchue et louée, comme tout le reste de la maison, cette cuisine servait de dépôt à un marchand de grains et de pommes de terre. Lui-même logeait au premier. On voyait quelquefois passer dans l'escalier sa silhouette de vieux garçon voûté, robuste, un peu ours, et qui ne saluait jamais. Ces dépôts, ces hangars pour camions, prenaient jour sur une ruelle paysanne conduisant vers des jardins. Leur fête s'apercevait de l'ancienne chambre d'Augustin, sur l'autre côté de la courette.
La cuisine n'était qu'un accessoire pour lui. Il avait pris le premier étage par surcroît, lors de l'extension de son commerce au début de la guerre. Il occupait ainsi 2 ou 3 pièces d'un appartement désert. Cette cuisine ne s'ouvrait qu'aux jours de marché ou de foire. Une impasse latérale la bordait, toujours humide, et l'eau qui y coulait semblait brune. Le marchand de grains avait conduit jusqu'au sol et transformé en porte une des fenêtres, pour rouler de plein pied avec la rue les diables de pommes de terre qui ne pouvaient franchir les marches du perron. Il entrait chez lui par là, montait à son premier par escalier intérieur et disparaissait de l'horizon domestique. L'autre fenêtre restait ce qu'elle avait toujours été, son croisillon de barreaux tors, ses vitres verdâtres aux araignées permanentes, la laissait, nettoyage à part, très semblable à son aspect ancien, lorsque la maison menait sa vie bourgeoise opulente et sûre, au ton royaliste et censitaire. On voyait encore sur la pierre de l'imposte demi-ronde des initiales rongées de rougeâtre lichen et la date 1819. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.